Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mes carnets noirs. Je vous emmène aujourd'hui aux États-Unis, à Columbus dans l'Ohio, pour la disparition très étrange d'un père de famille sans histoire. Et vous allez voir que malgré des caméras de surveillance et le fait qu'il avait son téléphone portable sur lui, il n'y a toujours aujourd'hui aucune réponse quant à ce qui lui est arrivé. Tyler James Davis rencontre Brittany en 2013 au travail. Une étroite amitié naît entre eux pendant un moment avant de devenir quelque chose de plus sentimental en 2016. Pour leur plus grand bonheur, un petit garçon, Aaron, vient agrandir la famille en 2017 et ils prennent la décision de se marier un peu après sa naissance. La petite tribu vit dans la ville de Wilmington dans l'Ohio. Tyler a un bon emploi, il est le gérant d'un restaurant, le Wendy's, qui se trouve dans une petite ville proche de Cincinnati, à peine une demi-heure de route de leur domicile, et Brittany travaille occasionnellement comme barmaid. Les deux amoureux décident de se garder 3 jours rien que pour eux deux, sans leur fils, le jour de leur anniversaire de mariage et les jours de leurs anniversaires respectifs. Le 24 février 2019, c'est l'anniversaire de Brittany qui fête ses 23 ans. Le couple décide de fêter ça en confiant Aaron aux parents de Tyler et en allant passer le week-end à Columbus, qui se situe également dans l'Ohio. Le départ pour ce week-end festif est prévu pour le samedi 23 février. Le couple fait une grasse matinée et démarre fin de matinée pour faire l'heure de route qui les amène jusqu'au domicile des parents de Tyler qui vivent à l'extérieur de Columbus. Après un déjeuner en famille, Brittany et Tyler disent au revoir aux parents de Tyler et à leur fils Aaron. Ils prennent la route de leur week-end de rêve à Easton Town Center. Alors Easton n'est pas vraiment une ville en soi. Il s'agit d'un immense centre commercial de Columbus qui se situe très près du centre-ville. Et quand je dis immense, je n'exagère pas. Il y a 4 hôtels, plus de 270 boutiques dont certaines de luxe, 75 restaurants et bars, des cinémas, des immeubles d'appartements et même une gare. C'est plus grand que certaines villes de chez nous. Au programme pour ce week-end, une soirée de folie avec un de leurs amis qui habite Columbus et qui va les rejoindre pour ce samedi soir, et massage suivi d'une journée de shopping pour le dimanche, avant d'aller récupérer Aaron chez les parents de Tyler et de rentrer à Wilmington. Ils arrivent au Easton Hilton Hotel vers 17h et montent se reposer un peu dans leur chambre en attendant leur ami Sean Hooger. Une fois celui-ci arrivé, la soirée festive peut enfin commencer. Ils partent à pied de l'hôtel car ils comptent bien profiter de la soirée et risquent donc de boire de l'alcool. Autant ne pas prendre le risque d'un accident ou d'un contrôle policier au retour. Ils vont au bar Louis pour commencer et vont ensuite dans un autre bar, la Dob Gilas. Après quoi ils prennent un Uber pour se rendre dans une boîte de striptease, le Doll House, où ils s'amusent beaucoup. Petite précision, le club de striptease est une idée de Brittany car elle n'était jamais allée dans ce genre d'endroit avant et voulait voir ce que c'était. À un moment, Brittany doit aller à la toilette et laisse les deux hommes seuls. Quand elle en ressort, elle entend une dispute entre Tyler et le videur du club. Le club ferme et le videur ordonne à Sean et Tyler de partir. Ceux-ci ont beau lui expliquer qu'ils attendent Brittany, l'homme ne les croit pas et veut absolument qu'ils s'en aillent. L'arrivée de la jeune femme met fin à la dispute et ils reprennent un Uber à 3h pour retourner à l'hôtel. Tyler s'endort pendant ce court trajet. Ils arrivent devant l'hôtel vers 3h18 du matin et Tyler se réveille brusquement. Il semble agité et confus et dit qu'ils ne sont pas là où ils devraient être. Et le voilà qui s'en va à pied en disant qu'il doit faire le tour du quartier. Sean rassure Brittany en lui disant « Ne t'inquiète pas, je vais le chercher ». Brittany regarde les deux hommes s'éloigner et remonte rapidement dans sa chambre pour recharger son téléphone qui est à plat. Quand elle a un peu de batterie, elle redescend dans le hall de l'hôtel tout en essayant de téléphoner à son mari qui ne répond pas. Sean revient assez rapidement. Il rassure Brittany en lui disant que Tyler va bien et a juste besoin de prendre l'air encore un peu. Il ne va plus tarder. De fait, à 3h37, elle reçoit un appel de son mari qui lui dit prendre encore un peu l'air.
À 4h03, Brittany reçoit un autre appel de son mari. Il lui dit « Je me promène dans les bois. Je vois le Hilton. Je serai là dans 5 minutes. » Il rappelle une seconde fois, mais Brittany n'entend que 4 secondes de silence et l'appel se coupe sans que Tyler ne prononce un seul mot. À 4h30, Sean, qui habite à 10 minutes de l'hôtel, décide de rentrer chez lui pour aller se coucher. Il est rassuré, Tyler va bien, il va bientôt revenir. Ils sont dans un quartier sûr, ils ne risquent rien. Il salue Brittany et s'en va. Mais le temps passe et Tyler n'arrive pas. Bien entendu, Brittany tente de le joindre mais tombe directement sur la messagerie de son mari. Son inquiétude grandit de minute en minute. À un moment, elle se dit qu'il a été arrêté pour ivresse sur la voie publique et qu'il est en cellule de dégrisement. Elle appelle la prison mais il n'y est pas. Elle téléphone également aux hôpitaux qui lui répondent qu'aucune personne correspondant à la description de Tyler n'a été admise. Elle pense ensuite qu'il s'est peut-être tout simplement endormi sur un banc quelque part. À 8h du matin, elle appelle un autre de leurs amis pour qu'il l'aide à chercher Tyler. Les deux font le tour d'Easton mais ne trouvent aucune trace de lui. À 9h30, elle appelle ses beaux-parents pour leur demander si eux n'ont pas eu de nouvelles, mais leur réponse est négative. Cette fois, Brittany se dit que quelque chose de grave est peut-être arrivé et elle compose le 911 pour signaler la disparition de son mari. Il faut reconnaître que la réponse des policiers ne l'aide pas beaucoup. Ils pensent clairement que le couple s'est disputé et que Tyler a décidé de s'éloigner pour souffler un peu. Après tout, il a 29 ans, il est majeur, il fait ce qu'il veut. Brittany n'a qu'à les recontacter s'il ne réapparaît pas dans les 72 heures. Vraiment sympa. Brittany a beau leur dire qu'il n'y a eu aucune dispute entre eux et que Tyler ne leur ferait jamais, ni à elle ni à ses parents, une frayeur pareille. Que quelque chose s'est passé qui l'a empêché de revenir à l'hôtel. Rien n'y fait, la police ne bouge pas. Le père de Tyler l'a rejoint à Wilton et il part à la recherche de son fils jusqu'à la tombée de la nuit. Vu que la police ne réagit pas, toute la famille et les amis du couple rejoignent Brittany et fouillent dans tout Columbus et distribuent des prospectus. Tyler est facilement identifiable. Il a une grande tache de naissance sur son bras droit qui passe sur sa poitrine et va jusqu'à son cou. Il portait le soir de sa disparition un jean bleu, un t-shirt blanc, une chemise en flanelle bleue et verte et des baskets noires et blanches de marque Nike. Personne ne semble l'avoir vu nulle part. 4 jours après sa disparition, oui, vous avez bien entendu, il faut 4 jours à la police pour prendre cette affaire au sérieux, des fouilles sont enfin faites par des policiers aux alentours de l'hôtel. Elles se concentrent dans la zone boisée près du Hilton, car dans sa dernière conversation téléphonique, il parle d'un bois. Mais d'après Brittany, ça ne veut rien dire. Tyler est un citadin et ne se balade jamais dans la nature. Pour lui, s'il y a plus de 3 arbres, c'est un bois. Et de fait, comme vous le voyez sur la photo, il ne s'agit pas d'une immense forêt insondable. Les plans d'eau sont fouillés et des chiens sont amenés pour tenter de le retrouver. Il marque près d'un étang qui est sondé, sans résultat. Les images des caméras de surveillance de l'hôtel sont étudiées et on y voit bien Tyler s'en aller seul vers une zone où se trouvent des immeubles d'appartements. Ensuite, plus aucune trace de lui sur aucune des caméras des environs. Il s'est évaporé dans la nuit. D'après les données de son téléphone, il était à 3h53 près de l'intersection de Stelzer Road et Morse Crossing et s'est servi du GPS de son portable pour retrouver la route de l'hôtel, preuve qu'il comptait bien revenir auprès de son épouse. Il s'est bien dirigé vers le Hilton, mais sa trace téléphonique se perd à ce moment-là. Il est alors près du parking d'un laboratoire, Abbott Labs, et son téléphone s'éteint, soit faute de batterie, soit pour des raisons plus sombres. La police insiste sur ces endroits pour interroger les habitants et fouille tous les recoins, mais rien. 1 mois après la disparition de son mari, Brittany doit se résoudre à rentrer chez elle avec son fils. Elle dit « Ça a été vraiment difficile, mais je sais que je dois rentrer à la maison. Je dois être forte pour mon fils jusqu'au retour de Tyler, parce que c'est ce qu'il voudrait que je fasse. S'il pouvait m'entendre, je lui dirais « Je t'aime tellement et j'ai juste besoin que tu rentres à la maison. » Elle dit également « Si vous connaissiez Tyler, vous sauriez qu'il ne serait jamais parti. Même en admettant qu'il ne voulait plus être avec moi, il n'aurait jamais laissé son fils. » Le téléphone de Tyler n'a plus émis depuis son dernier appel étrange à Brittany. Il n'a plus utilisé ni ses comptes bancaires ni ses cartes de crédit depuis cette fameuse nuit. La police reconnaît que la piste de la disparition volontaire s'éloigne de plus en plus au profit d'un accident mortel ou d'un acte criminel. Le sergent Daniel Weaver reconnaît que le fait d'avoir attendu si longtemps pour lancer les recherches avait été une erreur, mais comme il n'y avait aucun signe d'acte criminel, ils avaient respecté le fait que les adultes ont le droit de disparaître.
Certaines personnes montrent Brittany du doigt en disant qu'elle est la première personne qui doit être suspectée. Qui d'autre aurait pu s'en prendre à Tyler sans mobile? Déjà, il y a les caméras de l'hôtel. Elles montrent clairement que Brittany n'est pas sortie à la suite de Tyler. Les relevés du téléphone de Tyler ont été épluchés par la police et montrent qu'il a bien passé les coups de fil dont Brittany leur a parlé et qu'il a tenté de revenir auprès d'elle. Et, cerise sur le gâteau, elle a volontairement passé un test de polygraphe afin de prouver son innocence. En octobre 2019, la police et Brittany font une conférence de presse pour, encore une fois, demander l'aide de la population. Les enquêteurs disent « L'histoire nous montre qu'avec une personne portée disparue, plus le temps passe, moins il y a de chances de la retrouver. On a perdu du temps en ne prenant pas au sérieux sa disparition tout de suite, mais nous nous sommes bien rattrapés depuis. Ouais, ils n'ont quand même rien trouvé. » En octobre 2021, Brittany fait la demande pour que Tyler soit officiellement déclaré décédé. Demande acceptée par le tribunal le 15 décembre 2021. La loi sur la présomption de décès dans l'Ohio dit « Une personne disparue est déclarée légalement décédée après avoir été portée disparue pendant 5 ans ou lorsque la personne a disparu et a été continuellement absente de son dernier domicile sans avoir été entendue et qu'elle était, au début de son absence, exposée à un péril spécifique de décès, même si l'absence a duré moins de 5 ans. » Bien entendu, le fait qu'il soit déclaré mort ne met pas fin à l'enquête. Cependant, au vu de l'intérêt manifesté sur de nombreux sites et réseaux sociaux, dont certains accusent ouvertement Brittany et d'autres crient au complot, les enquêteurs ne souhaitent plus partager les avancées de l'enquête. Certains cyberdétectives estiment que Sean Hooger a quelque chose à voir dans cette disparition. Je ne sais pas si c'est le cas, mais ils sont allés jusqu'à mettre son adresse et son numéro de téléphone en ligne, ce qui lui a passablement gâché la vie comme vous l'imaginez. D'autres disent que c'est Abbott Labs qui a enlevé Tyler afin de faire des expériences sur lui et que la police le sait et couvre le laboratoire. Ça part vraiment dans tous les sens. Alors, que s'est-il passé cette fameuse nuit? Voyons quelques théories. La première est que Tyler, qui avait quand même pas mal bu et était désorienté, a eu un accident. Il est peut-être tombé quelque part et a perdu connaissance. L'affaire se déroule en février et il fait froid. Il a peut-être succombé à une hypothermie. Mais dans ce cas, où est le corps? Il est également possible qu'il soit tombé dans un des étangs, mais s'ils ont tous été bien fouillés comme le dit la police, on aurait dû le trouver. Une autre question se pose. A-t-on fouillé au bon endroit? Il était désorienté et a demandé au GPS de son téléphone de le guider jusqu'à l'hôtel alors qu'il était tout proche et son téléphone s'est arrêté, peut-être à cause de la batterie qui était déchargée. Le voilà perdu dans le noir, avec juste les lumières pour le guider. Jusqu'où a-t-il pu marcher? Il est peut-être parti tout à fait à l'opposé des endroits où on pense qu'il aurait dû être et succombé quelque part dans un fossé ou un autre plan d'eau. Il y a eu récemment des affaires où des personnes ont disparu sans laisser de traces et ont finalement été retrouvées dans des endroits étranges. L'un s'était endormi dans une benne à ordures en étant ivre et avait été broyé dans le camion qui avait ramassé la benne le lendemain matin, et un autre était tombé une nuit dans une bouche d'égout qui était restée ouverte. Les ouvriers avaient refermé la plaque le lendemain sans se rendre compte que quelqu'un était assommé et bloqué en dessous. Il a été retrouvé mort 2 semaines plus tard par d'autres ouvriers. Espérons que, si ce genre de choses lui est arrivé, quelqu'un trouvera sa dépouille afin de donner des réponses à sa famille et pour pouvoir lui donner une sépulture. La deuxième théorie est un acte criminel. Quelqu'un l'aurait emmené hors de la zone qui a été fouillée pour l'éliminer. Soit un inconnu, soit quelqu'un qui le connaissait. Sa femme semble être hors de cause. On ne l'a pas vue sortir de l'hôtel après les derniers appels qu'elle a reçus de lui, prouvant qu'il était toujours en vie à ce moment-là. C'est accompagnée d'amis et de son beau-père ensuite qu'elle est partie à sa recherche et n'aurait donc pas pu lui faire de mal. Il reste cette histoire de dispute au Dollhouse. Cependant, je vois mal le videur les suivre pour ensuite se venger d'une simple altercation, comme il en voit probablement souvent dans ce genre d'établissement. En plus, il ne pouvait pas deviner que Tyler allait aller se balader seul dans la nuit. Par contre, un inconnu pourrait l'avoir attaqué pour le voler. Il avait pas mal d'argent sur lui et on n'a retrouvé ni son portefeuille ni son téléphone. Parlons maintenant un peu de son ami Sean. Des questions se posent quant à son attitude. Son ami disparaît et il s'en va du Hilton sans trop s'en tracasser. Vous allez me dire, il sait que le coin est calme et que le taux de criminalité dans cette zone est faible. Et je suis d'accord avec vous.
Malgré tout, le risque d'un accident était bien présent vu qu'il avait bu pas mal d'alcool. Plus étrange encore, alors que tous les amis, toute la famille du couple et même les employés du Wendy's dont il était le gérant sont venus aider aux recherches, Sean était aux abonnés absents. Serait-il possible qu'en retournant chez lui, il ait croisé Tyler qui revenait à l'hôtel et que quelque chose se soit passé à ce moment-là? Je suppose que les policiers ont étudié de très près cette possibilité ou sont encore en train de le faire. La troisième hypothèse est la disparition volontaire. Personnellement, c'est celle auquel je crois le moins. Le couple semblait heureux, et si ce n'était pas le cas, il pouvait divorcer. Tyler avait un excellent emploi qu'il aimait, un fils qu'il adorait, et des parents dont il était très proche. Il ne leur aurait jamais fait de mal en disparaissant de la sorte. Et où serait-il allé? Avec quel argent? Dans le même genre d'idée, il y a la théorie qu'il ait pu mettre fin à ses jours. Pour les mêmes raisons que citées précédemment, je n'y crois pas trop. En plus, on l'aurait retrouvé depuis. Une quatrième hypothèse pourrait être un accident suivi d'un acte criminel. Je m'explique. Tyler, passablement éméché, essaye tant bien que mal de rejoindre l'hôtel. Son GPS le lâche et il erre complètement perdu. Il se retrouve sur une route et se fait percuter par un véhicule. Le conducteur, soit par peur, soit parce qu'il a aussi bu de l'alcool, ne prévient pas les secours et emmène Tyler, soit mort, soit grièvement blessé, pour aller l'enterrer quelque part et éviter les ennuis. Pourquoi pas? Pourtant, personne n'a signalé de traces de sang suspectes sur la route et personne n'a rien entendu. Rien ne vient accréditer cette histoire. Alors, selon vous, qu'est-il arrivé à ce jeune père de famille qui voulait simplement fêter l'anniversaire de sa femme? L'affaire est récente et des rebondissements peuvent se produire. L'enquête est toujours en cours. Je vous tiendrai au courant de toute avancée dans cette affaire. Espérons qu'Aaron pourra un jour savoir ce qui est arrivé à son papa, un papa dont il n'aura que peu de souvenirs au vu de son jeune âge au moment de sa disparition, mais nul doute qu'il posera des questions.